Bon, ça aurait mis un petit peu de temps, mais je reviens donc du coup avec une deuxième vidéo de réponse à un commentaire sous ma vidéo sur le burn-out post-masking et les tortues. Je m'étais demandé si je continuais ce truc-là parce que ça tombait vraiment très mal dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai eu très peu de temps pour me consacrer à ça, mais en fait, voilà, le commentaire en question là d'aujourd'hui, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il traite quelque chose que j'ai à peine survolé dans la vidéo et ça vaut le coup d'y revenir. Donc je vous lis le commentaire, il nous vient de Kim Pas Possible et j'ai voulu faire une blague visuelle avec Kim Pas Possible, voilà, mais non, hein, Disney, non, on n'utilise pas d'extra vidéo de Kim Possible sur YouTube, c'est interdit. J'ai pas envie de me faire strike, donc bah tant pis pour la blague. Imaginez-vous là. Et donc Kim Pas Possible nous dit « J'ai 32 ans et je ressens ce burn-out depuis 1 an ou 2. Tout m'épuise, tout ce qui est social en particulier. Avant ça, j'ai eu une grosse phase de plusieurs années de fêtes, de rencontres, sport, plusieurs activités par semaine, impossible de rester chez moi sans FOMO. Alors que j'ai grandi 20 ans comme une casanière ultra introvertie. Je crois que j'ai voulu mener une vie incompatible avec mes capacités sociales. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé ces quelques années d'extraversion, mais je suis dead maintenant. Je veux rester chez moi jusqu'à la fin des temps. » J'ai choisi ce commentaire pour plusieurs raisons, et si vous n'avez pas compris tous les mots qui sont dedans, c'est normal, et je vais les définir, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, je l'ai choisi parce que ce serait vraiment hyper facile de faire une lecture morale de la trajectoire qu'elle raconte. C'est-à-dire que, bon bah, on pourrait lui dire « t'as trop fait la fête, et bah, t'en paies le prix, ben voilà, hein ». Mais quand on en fait une lecture vraiment située, une lecture physiologique en accord avec ce qu'on sait du burn-out post-masking, et ben on raconte une histoire qui est pas du tout la même, et qui est même vraiment contre-intuitive. Et vous savez à quel point je trouve ça important de réussir à raconter les histoires de la bonne façon, et non, j'ai pas fini de vous lâcher la jambe avec l'approche narrative. Bref, dans le contexte évoqué, ce genre de récit, il est franchement très commun, et c'est un excellent vecteur d'auto-gaslight pour les personnes autistes. Parce qu'on se dit, bah, tu peux pas être autiste, puisque t'as été hyper social avant. Donc t'arrêtais pas de faire la fête avant, donc si maintenant tu y arrives plus, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé, mais t'étais pas comme ça avant. Et alors, le changement en question, il est réel, effectivement, mais c'est pas un changement psychologique au sens moral, ou un truc qui serait cassé dans l'identité. Le changement, il touche le système nerveux, sa manière de gérer la vigilance, l'initiation et la récupération. Je vous mets en description à ce sujet les travaux de 4 personnes qui ne travaillent pas ensemble, mais c'est 4 travaux différents qui sont vraiment références. C'est Raymaker, Pearson, Rose et Higgins, et ce qu'ils montrent, c'est que dans le burn-out autistique ou post-traumatique, on peut vraiment observer la saturation du système adaptatif. Avant ça, j'ai eu une grosse phase de plusieurs années de fêtes, rencontres, sport, plusieurs activités par semaine, nous dit Kim Pas Possible, mais justement, ça en fait partie du burn-out. Enfin, en quelque sorte. Ce genre de séquence, c'est ce qu'on appelle la phase d'hyper-régulation. De l'extérieur, ça ressemble à une métamorphose sociale. On voit quelqu'un qui a vraiment fini par s'épanouir socialement et à se trouver une personnalité qui s'intègre dans un cadre relationnel actif et épanoui. À l'intérieur, par contre, le système il continue de mobiliser en continu les circuits d'alerte, de contrôle et d'être tenu par la récompense de chaque interaction réussie. Ce qui se passe sans qu'on s'en rende compte, c'est qu'on se retrouve à gérer la conversation, mais en même temps à se gérer soi-même. Et ça a l'air normal, et en même temps c'est la première fois qu'on se retrouve à gérer un truc social. Donc on se dit, bah... Et puis parfois on se le dit inconsciemment, mais on se dit c'est peut-être normal que ce soit pénible d'avoir des interactions sociales, ou en tout cas que ce soit fatigant. Le cortex préfrontal, il reste mobilisé en permanence pour réguler la posture, le ton, la latence de réponse, l'intensité émotionnelle. L'adrénaline, elle stabilise l'élan, la dopamine, elle récompense chaque interaction qui a été réussie, et l'ensemble donne l'impression d'un équilibre viable. Sauf que, en sous-marin, la dette énergétique, elle continue de s'accumuler. La phase d'hyper-régulation, elle tient parfois plusieurs années, elle est vécue comme une période d'expansion, parfois euphorique, mais elle s'appuie sur une vigilance continue et qui n'est pas durable. Pas qu'est durable, mais pas infinie. Et c'est en très grande partie pour ça que j'ai choisi ce commentaire, parce que ce qu'on appelle la FOMO, ça participe à ce maintien. La FOMO, c'est un acronyme, c'est de l'anglais Fear of Missing Out, et en français, ça veut dire la peur de rater un truc. L'article du journal de la personnalité et de la psychologie sociale que je mets en description, il définit la FOMO comme une réaction anxieuse liée à la possibilité de perdre du lien avec un groupe de valeurs. Quand on ne participe pas à un événement de groupe, l'attention elle se fixe sur ce que le groupe vit, ce que les autres vivent sans vous. Vous vous concentrez sur l'idée qu'un moment de cohésion est en train de se produire ailleurs et que votre absence elle pourrait justement affaiblir votre place à l'intérieur du collectif. Parce que le collectif se soude, mais sans vous. Donc en termes très précis, scientifiques et tout ça, après je vais redire en termes plus simples, la FOMO elle repose sur 2 dynamiques. La représentation d'un moment de cohésion manqué, et l'anticipation de conséquences relationnelles négatives. Il s'agit d'une forme d'anxiété tournée vers l'avenir qui amplifie le risque de désaffiliation. En termes plus classiques, du coup, le groupe fait des trucs sans vous,
Vous ne faites plus partie des anecdotes collectives, vous ne comprenez plus les blagues ou les références, et vous ne parlez plus tout à fait la même langue, c'est-à-dire cette langue spécifique au groupe qui vous permettrait d'approfondir les liens avec lui. Vous n'êtes plus tout à fait à l'intérieur des conversations, vous restez un petit peu en périphérie. C'est pareil pour des événements sportifs, hein, par exemple. Un entraînement de sport, quand tout le monde continue de s'entraîner et de répondre à des objectifs de performance, vous avez pris du retard par rapport au reste du groupe et donc vous êtes plus tout à fait avec le groupe. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que la recherche actuelle, elle montre qu'on ne parle pas que de cohésion avec le groupe. En réalité, dans la FOMO, dans les contextes de burn-out, il y a aussi des enjeux de cohésion interne, de cohésion avec soi-même. C'est-à-dire que tant que les interactions, elles s'enchaînent, le système nerveux, il garde un niveau d'activation suffisant pour préserver le sentiment d'intégrité. La sociabilité, elle vous sert de structure interne, elle donne un cadre temporel, une tension stable, un rythme. Là encore, les exemples hyper classiques, c'est vous arrivez à aller à l'école tous les jours, et puis il y a les vacances, et puis vous vous retrouvez ensuite le jour de la rentrée à trouver ça absolument insupportable de retourner à l'école, parce que le rythme n'a pas été suivi. Il faudrait ne jamais s'arrêter. Sauf que, justement, il y a un moment où vous êtes obligé de vous arrêter, là on parle de burn-out, donc c'est parce que, voilà, faites pas dire ça. Et justement, ce que beaucoup de personnes racontent, c'est qu'en phase d'hyper-régulation, ces années de fête ou d'activité constante, elles sont vécues comme des années où tout tenait, bizarrement. Et c'est vrai, évidemment que tout tenait. Il y avait un équilibre qui était fondé sur la suractivation. Mais cet équilibre, il n'était pas durable. Ou plutôt si, il était durable, mais il n'était pas infini. Cette cohésion interne, elle dépendait en réalité de l'adrénaline et de la dopamine, c'est-à-dire de la stimulation constante et de la validation externe. Le corps, à cet endroit-là, il fonctionnait sur un régime de vigilance prolongé. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je vis pas loin d'une base aérienne militaire. Ça va être infernal. C'est loin. C'est important que vous viviez ça avec moi. Toujours pas fini. Il fait du surplace ou quoi, là? C'est bon? Bon, j'en étais où, moi? Donc le corps il fonctionnait sur un régime de vigilance prolongée, c'est-à-dire que tant que l'environnement offrait des signaux d'appartenance, l'épuisement il restait silencieux. La FOMO, elle vient se greffer naturellement là-dessus comme un rappel biologique, c'est-à-dire que si le lien se relâche, tout le système risque de se désorganiser. Le besoin de rester dans le mouvement, il permet de maintenir la continuité du sentiment de soi, du sentiment qu'on a une existence, une continuité sociale, identitaire, etc. Et le problème, il surgit justement quand la capacité d'adaptation, elle dépasse la limite physiologique. À ce moment-là, la cohésion interne, elle se délite. Le système nerveux autonome bascule, c'est-à-dire que le corps se désengage, la vigilance retombe et la fatigue devient absolue. Fatigue absolue, ça veut dire qu'on peut plus la relativiser, on peut plus réactiver un petit peu d'énergie en allant chercher des trucs quelque part. Voilà. Les recherches sur le burn-out autistique, elles parlent d'un passage brutal de l'hyperactivation à la désactivation. Le cerveau, il est saturé et donc il va couper les circuits les plus coûteux. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est quand on perd tout ce qui va être fonction exécutive, attention sociale et régulation émotionnelle. Et puis la sueur, et puis quand on se lève, on a la tête qui tourne et tout ça. J'ai l'impression que ça a touché beaucoup de gens, ce truc-là. Comme, on parle beaucoup de autisme, TDAH et syndrome des lèvres dans l'os, c'est intéressant de regarder le POTS, ou le STOP, le syndrome de tachycardie orthoposturale, je crois que c'est ça le nom. Bref, l'impression de vide qu'on ressent, et cette impression d'impossibilité à reprendre, c'est une réorganisation d'urgence, donc en fait c'est vraiment quelque chose de physique. Cette phase, elle va se traduire par une inertie massive, c'est-à-dire une incapacité à supporter la moindre interaction. Le monde social, il perd son relief, les gestes d'initiative, ils s'éteignent. Le corps, il arrête de soutenir le moi social, et c'est souvent ce moment qui fait dire « je veux rester chez moi jusqu'à la fin des temps ». C'est pas une question de juste fuir ou refuser le lien, c'est toute tentative de retourner dans le monde social, ça va réactiver à la fois la douleur de la dépense, et si on a déjà fait des tentatives de revenir dans ce monde social, la douleur de souvenirs d'interactions sociales ratées. Cette espèce de repli sur soi et de rester enfermé chez soi et tout ça, ça permet justement au système nerveux de sortir de la vigilance chronique. Donc on dit pas que on se repose d'un exercice physique, c'est juste on fait pause. La régulation, elle se reconstruit très lentement. C'est pour ça que je vous avais dit que le burn-out autistique, ça pouvait être des années. Le repos, ça consiste pas à dormir ou à se couper du monde, ça consiste à retrouver des activités qui n'exigent pas de contrôle, des activités qui sont à peu près naturelles pour nous. Et Dieu sait que quand on est autiste ou traumatisé, on sait ce que ça veut dire. C'est ce qui prépare la deuxième étape du démasking, celle où l'énergie retrouve une direction quand la dépense elle arrête d'être défensive et qu'elle devient cohérente avec la manière dont le cerveau il fonctionne réellement, j'ai envie de dire naturellement, même si j'aime pas trop ce terme. Donc, je resynthétise un petit peu tout ce que j'ai dit. Ce que décrit Kim Pas Possible, c'est une trajectoire classique du burn-out qui ne commence pas à l'isolement social, mais justement
au moment de la période d'ouverture sociale. Donc si je dois refaire le parcours très simplement, je peux le refaire en 6 étapes. Première étape, il y a l'hyper-régulation. C'est la phase où tout s'accélère. On découvre une forme d'aisance nouvelle, on enchaîne les activités, on s'ouvre un petit peu à tout, et ça donne l'impression de s'être enfin trouvé. À l'intérieur, le système il continue de tourner à plein régime, et c'est la vigilance qui tient tout ensemble. Deuxième étape, la phase de maintien, c'est celle où le corps il s'accroche. La FOMO, elle fait le lien, elle garde le moteur en route, et donc on reste dans le flux, parce que le rythme social, il permet de rester cohérent avec soi-même et d'avoir un niveau de dépense qui reste tout le temps le même. On tient tant qu'on reste actif, et tant que les signaux d'appartenance continuent d'arriver. C'est pour ça que la FOMO s'est perçue comme dangereux. Troisième étape, il y a la bascule, la limite physiologique du corps qui est atteinte, le système nerveux autonome qui se dérègle, et donc l'énergie qui va chuter d'un coup. La tête, elle veut suivre, et le corps, il ne suit plus du tout. Donc tout devient lent, lourd, enfin bref, l'inertie, quoi, voilà. Et d'ailleurs, souvent, de l'extérieur, on comprend pas bien d'où ça vient, et quand on connaît pas les choses que je viens de dire, des fois, ça peut avoir l'air de s'arrêter sans raison, et des fois, ça peut avoir l'air de s'arrêter pour des raisons qui sont un petit peu déconnectées avec le réel. C'est-à-dire que ça peut ressembler à une grippe. Ça peut être con, hein. On dort beaucoup, on récupère pas vraiment, le sommeil il est plus trop réparateur, et puis tout contact ressemble un peu à une intrusion. Le monde il devient plat, un peu sans relief, et puis le corps il se met en veille pour pas casser plus que ce qui a déjà été cassé. C'est le moment où on dit je veux rester chez moi jusqu'à la fin des temps. On peut appeler ça retrait ou fuite, pour moi c'est une pause vitale quoi, enfin bon. La cinquième étape c'est la reprise interne, la deuxième phase du démasking. L'énergie elle revient, mais elle revient différemment, elle se branche sur des activités qui ne demandent plus de performance, sur des gestes qui résonnent avec la manière dont le cerveau fonctionne vraiment. L'attention se remet à circuler. Je précise que quand on en est à cette étape-là, c'est qu'on a déjà un petit peu interrogé la notion de masking et qu'on a essayé de chercher ce qu'il y avait à l'intérieur de nous qui pouvait tenir de façon plus réaliste. Et puis la sixième étape, la dernière étape, c'est la réouverture progressive. Pas forcément dans le même monde, pas forcément avec les mêmes gens, mais c'est une réouverture choisie, calibrée et soutenable. On fait pas un retour en arrière, on rééquilibre. On arrête de tenir par la tension et on recommence à se tenir par la cohérence. Cohérence avec nous-mêmes, pas avec le groupe. Parce que on commence à comprendre que le rythme du groupe, c'est pas notre rythme à nous. Parce que quand Kim Pas Possible dit dans son commentaire « Je veux rester chez moi jusqu'à la fin des temps », on pourrait être tenté de lui mettre la main sur l'épaule et de lui dire de façon très paternaliste « Mais non, ça va aller ». Mais je pense, et peut-être que la personne me dira si j'ai raison ou non, que c'est une erreur d'interpréter ça comme une espèce de phrase de désespoir. Ça m'a l'air au contraire d'être une manière extrêmement lucide de dire qu'on n'a plus envie de se battre contre notre propre rythme. Le corps, il a besoin de sécurité, et des fois, ouais, de la sécurité, ça prend la forme d'un canapé, d'un silence, de lumière tamisable, et puis d'une tisane. Donc, on instaure une routine qui est imperturbable, parce que si la routine elle est trop rigide, on va se retrouver extrêmement en douleur quand elle va être perturbée, mais bon, voilà. On en reparlera aussi de ça. Pas une impasse, ce truc-là, hein, d'accord? C'est à partir de ce genre de moment que les choses, elles se remettent à pousser toutes seules. Elles poussent dans une autre direction, plus cohérente avec nous-mêmes. Si le but, c'est de retrouver l'énergie perdue pour pouvoir la dépenser en dehors des grands objectifs et des enjeux de performance, ça me paraît sain de commencer par remettre un peu tout à plat. Ça permet de redécouvrir ce qu'on aime sans avoir à se justifier, à réapprendre à faire naître, grâce à notre environnement, des intérêts spécifiques, des hyperfocus, etc. C'est l'étape clé du démasking. Le démasking, il passe dans le moment où vraiment on va commencer à aller beaucoup mieux, il passe par une écologie attentionnelle, un environnement attentionnel qui permet de reproduire les conditions d'émergence des choses qui nous redonnent un petit peu envie de bouger, de mobiliser tout notre être vers des sujets souvent ultra niches. Encore une fois, intérêt spécifique, hyper-focus, lubie, c'est super bien d'avoir des lubies quand on va pas bien, enfin voilà. Mais ce sujet de l'écologie attentionnelle, j'en parlerai beaucoup plus longuement dans des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, je vous prévois une petite vidéo outil dans laquelle je vous parlerai de tomates, de minuteurs de cuisine et de fonctions exécutives. Merci aux personnes qui me soutiennent via des dons réguliers sur YouTube et Patreon. La croissance de cette chaîne, elle repose beaucoup sur ça, et sur vos commentaires, et sur vos abonnements, et sur vos partages, et jusque-là, vous êtes une communauté tip-top. Non, vraiment, c'est pas une blague, j'ai l'air ironique, mais c'est parce que je suis autiste. On n'est pas obligé de partager à des gens qui vivent la même chose. Des fois, aider les gens, c'est pas forcément leur donner des vidéos qui « Ah tiens, je pense que tu vis ça ». Des fois, envoyer des gens qui parlent de vous à vos proches, ça permet de les aider à vous comprendre, et potentiellement un jour de les aider à vous aider. Et donc merci à Gollum le Dodu, et aux 4 autres personnes qui payent sur Patreon le niveau dans lequel je dois vous remercier à la fin de la vidéo, mais qui veulent pas être remerciés de façon nominative à la fin de la vidéo.
Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je prépare une vidéo sur Foucault et le lien entre punition, trauma et autosurveillance, et j'aimerais bien réussir à la publier sur Halloween. Et c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, donc bah, quand elle sortira, ce serait cool si vous arriviez à lui donner de la force. Parce que vraiment, je pense qu'elle est vraiment importante cette vidéo. Elle va paraître bizarre, enfin bon, comme beaucoup, comme souvent. Je parle de tortue pour parler d'autisme. Voilà. Et arrêtez de me dire que je ressemble à Monsieur Phi, c'est pas possible ça. C'est même pas vrai, je suis juste chauve, c'est tout.